Comment on fait pour intégrer une activité physique régulière sans que ça devienne une corvée? C'est un peu le défi pour beaucoup d'entre nous, non? On cherche souvent des alternatives un peu plus engageantes, plus ludiques que bon, les routines classiques qui finissent parfois par nous lasser. Et justement, aujourd'hui, on va s'immerger dans une étude scientifique assez récente qui explore une option super populaire, le soccer récréatif. On va analyser en profondeur l'article Comparing the effects of small-sided and medium-sided soccer games on physical fitness adaptations in untrained men, a randomized controlled study. C'est une recherche signée par Shinji Han et ses collaborateurs, publiée dans le très réputé Journal of Sports Science and Medicine en 2025, volume 24, pages 142 à 153 pour les plus curieux. Notre objectif aujourd'hui est assez simple. On va décortiquer tout ça pour en extraire les infos clés, pour comprendre ce qui est vraiment important si on veut améliorer sa condition physique avec le foot, surtout quand on n'est pas déjà un grand sportif. Effectivement. Et pour bien saisir pourquoi cette étude est pertinente, il faut peut-être rappeler le contexte plus large. La sédentarité, c'est devenu un enjeu de santé publique majeur, hein. On sait que c'est associé à une condition physique dégradée, et ça augmente pas mal les risques de développer diverses maladies chroniques. Je pense à l'obésité, aux problèmes cardiovasculaires, au diabète de type 2, enfin la liste est assez longue. Le problème de fond, souvent, c'est pas tant qu'on manque d'options pour bouger, mais plutôt le manque de motivation ou d'adhésion sur le long terme. C'est vrai que ça se traîne râler à la salle, suivre un programme de course répétitif, ça peut manquer d'attrait pour certains. D'où l'importance vraiment de trouver des activités qui soient efficaces, oui, mais aussi motivantes, plaisantes. Et c'est là que le soccer récréatif tire vraiment son épingle du jeu. Il combine l'effort physique avec le jeu, l'interaction sociale, un peu de stratégie. C'est une formule qui a un potentiel énorme pour maintenir l'engagement sur la durée. D'ailleurs, il y a déjà pas mal d'études qui ont montré ces bénéfices: amélioration de la capacité cardio, de la tension artérielle, des indicateurs métaboliques aussi, et même une aide pour contrôler le poids. Et ce soccer loisir, on le pratique souvent sous forme de ce qu'on appelle les jeux réduits, small-sided games en anglais, c'est-à-dire moins de joueurs, terrain plus petit. Mais la question qui se pose et que cette étude aborde directement, c'est: est-ce que la taille de ces jeux, le format, a un impact différent sur les gains de conditions physiques? C'est important pour savoir comment organiser au mieux ces séances, non? Tout à fait, c'est une excellente question. Ces jeux réduits ou small-sided games, ils sont très flexibles. On peut jouer sur le nombre de joueurs, les dimensions du terrain, les règles. Et toutes ces variations, elles influencent directement l'intensité de l'effort, le type d'action qu'on va faire, plus de dribble ici, plus de sprint long là, et donc potentiellement les adaptations physiques derrière. Il y a une idée assez répandue dans la littérature scientifique et chez les coachs que les tout petits formats, genre 1 contre 1, 3 contre 3, les SSG, Small Sided Games, seraient physiologiquement plus intenses. On pense souvent qu'ils entraînent des fréquences cardiaques moyennes plus élevées que des formats un peu plus grands comme le 6 contre 6 ou 8 contre 8, les MSG Medium Sided Games. Donc, la question centrale de l'équipe de Han, c'était: est-ce que ces SSG, qu'on suppose plus intenses, amènent des améliorations de la condition physique supérieure à celle des MSG? Et ça, chez des débutants, des hommes jeunes, mais pas entraînés. Pour y répondre, ils ont posé deux hypothèses principales, assez logiques d'ailleurs, basées sur ce qu'on pense savoir de chaque format. Premièrement, ils s'attendaient à ce que les SSG, plus intenses en continu, améliorent davantage l'endurance aérobie, la capacité à tenir l'effort, quoi. Deuxièmement, à l'inverse, ils supposaient que les MSG, avec plus d'espace pour courir vite, amélioreraient davantage la puissance musculaire des jambes et la capacité de sprint. D'accord. Des hypothèses qui semblent logiques sur le papier, basées sur les différences présumées entre les formats. Mais alors, comment ils ont fait concrètement pour vérifier ça? C'était quoi la méthode? Alors là, ils ont employé les grands moyens. Une étude contrôlée, randomisée, un RCT. C'est un peu le gold standard pour évaluer l'efficacité d'une intervention comme celle-ci. Ils ont commencé par recruter des participants bien spécifiques. Ah oui, qui étaient ces participants exactement? C'est un point important, oui. Ils ont recruté 60 hommes, jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 18-19 ans. Et le critère essentiel, c'est qu'ils étaient non entraînés. C'est-à-dire qu'ils faisaient moins de 90 minutes d'activité physique structurée par semaine depuis au moins 6 mois. Par contre, ils étaient en bonne santé générale. C'est pertinent de choisir ce public, parce que c'est souvent eux qui cherchent à démarrer une activité, et c'est aussi chez eux qu'on observe généralement les adaptations les plus nettes au début. Logique, en effet. Une fois ces 60 jeunes hommes recrutés, comment ça s'est passé? Comment les groupes ont été faits? Eh bien, ils les ont répartis au hasard, ça.
c'est crucial pour éviter les biais, en 3 groupes égaux, 20 personnes par groupe. Il y avait donc un groupe SSG, Small Sided Games, qui allait jouer au foot seulement en format très réduit, 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Un groupe MSG, Medium Sided Games, qui jouait en format moyen, 6 contre 6, 7 contre 7 ou 8 contre 8. Et puis, un groupe contrôle NSG, No Soccer Game, qui servait de référence. Eux, ils devaient juste continuer leur vie normale, plutôt sédentaire, sans commencer de sport pendant l'étude. Ok, 3 groupes bien distincts, c'est clair. Et l'intervention pour les groupes soccer, ça consistait en quoi? Ça a duré combien de temps? L'intervention en elle-même a duré 8 semaines. Pendant ces 8 semaines, les participants des groupes SSG et MSG devaient faire 3 séances de foot par semaine. Chaque séance durait à peu près 60 minutes, en comptant l'échauffement, le jeu lui-même et un retour au calme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant ces 8 semaines d'entraînement, il y a eu 2 semaines de familiarisation. Tous les joueurs ont reçu un enseignement technique de base, passe, contrôle, tir. Ah, c'est malin ça, pour être sûr que le manque de technique limite pas l'intensité? C'est ça, exactement, pour s'assurer que tout le monde puisse s'engager physiquement dans le jeu. Une très bonne idée. Bon, et pour savoir si ces 8 semaines de foot ont eu un effet, et si cet effet était différent entre petit et moyen format, il fallait mesurer des choses, j'imagine. Quel test ils ont utilisé? Absolument. La mesure, c'est le cœur du réacteur dans ce genre d'études. Ils ont utilisé une batterie de tests assez complète pour évaluer différentes qualités physiques, avant le début et juste après les 8 semaines. Alors, pour la puissance des jambes, ils ont utilisé le saut en longueur sans élan, SGL, et le saut vertical, VG. Ça donne une idée de la capacité à produire de la force rapidement. Pour la vitesse de sprint, ils ont chronométré sur 10 mètres pour l'accélération et sur 30 mètres. Pour l'agilité, la capacité à changer de direction vite et bien, ils ont utilisé le test 5-0-5. C'est un test standard où on mesure le temps pour sprinter 5 mètres, pivoter à 180 degrés et resprinter 5 mètres. Et pour l'endurance cardio-respiratoire, le fameux cardio, ils ont utilisé le test navette sur 20 mètres, le MFT, aussi connu comme le blip test, un test progressif jusqu'à l'épuisement. Ah oui, le blip test, tout le monde connaît ça. C'est ça. Et enfin, ils ont aussi mesuré des choses simples comme la masse corporelle et calculé l'indice de masse corporelle, l'IMC. D'accord, une palette de tests assez large. Vitesse, détente, agilité, endurance. Et pendant les séances de jeu elles-mêmes, est-ce qu'ils ont pu savoir si l'effort était vraiment différent entre les groupes SSG et MSG? Oui, et ça, c'était essentiel pour interpréter les résultats. Ils ont suivi l'intensité de 2 manières pendant les matchs. D'abord, de manière objective, tous les joueurs portaient des cardiofréquences-mètres, des polars. Ça a permis d'enregistrer la fréquence cardiaque moyenne, le pourcentage de FC max atteint, le temps passé dans différentes zones d'intensité. Et ensuite, de manière subjective, à la fin de chaque séance, on demandait aux joueurs d'évaluer leur perception de l'effort sur l'échelle RPE de Borg, la CR10. C'est une note de 0 à 10 pour dire à quel point c'était dur. D'accord. Mesure objective et subjective, c'est complet. Oui, ça donne une image plus fiable de l'intensité réellement vécue. Bon, alors, une méthodologie qui a l'air solide, des mesures complètes. Venons-en aux résultats. Qu'est-ce que cette étude a finalement trouvé? Alors, premier point important, les mesures avant l'intervention ont bien confirmé que les 3 groupes SSG, MSG et contrôle étaient comparables au départ. Pas de différence significative, la répartition aléatoire avait bien fonctionné. Ensuite, le premier résultat majeur, c'est l'efficacité globale du programme. Après 8 semaines, les 2 groupes qui ont joué au foot, SSG et MSG, ont montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au groupe contrôle, et ce, sur toutes les mesures de conditions physiques testées. Le groupe contrôle, lui, n'a pas bougé, ou très peu. Donc, confirmation très nette, jouer au foot loisir 3 fois par semaine pendant 8 semaines, que ce soit en petit ou moyen format, ça améliore la condition physique des hommes jeunes non entraînés. Ça, c'est déjà une super nouvelle pour le soccer récréatif. On a une idée de l'ampleur de ces progrès? C'était significatif? Mais est-ce que c'était beaucoup? Oui, les chiffres sont assez parlants. Par exemple, pour l'endurance, avec le test navette, les groupes SSG et MSG ont amélioré leur performance d'environ 12 à 14%. C'est considérable en seulement 8 semaines. Pour la vitesse, le temps sur 10 mètres a été réduit de 5 à 7% en moyenne. Pareil, gagner ça sur une si courte distance quand on débute, c'est vraiment notable. Ça se sent en termes de vivacité. On a vu aussi des progrès clairs sur les sauts, donc la puissance, et sur l'agilité, avec le test 5-0-5. Et même, petite cerise sur le gâteau, une légère diminution de la masse corporelle, de l'ordre de 5% en moyenne dans les 2 groupes soccer par rapport au contrôle.
Impressionnant quand même, en si peu de temps. Mais la grande question, c'était la différence entre les SSG et les MSG. Est-ce qu'un format a fait mieux que l'autre, comme les chercheurs le pensaient au début? Eh bien, c'est là qu'est le résultat le plus surprenant et sans doute le plus important de l'étude. Malgré les hypothèses de départ, et même si l'intensité mesurée pendant les jeux était légèrement plus élevée dans le groupe SSG, on parle de 167 battements par minute en moyenne contre 166 pour MSG, et un RPE aussi un peu plus haut, l'analyse statistique a montré qu'il n'y avait aucune différence significative entre les améliorations du groupe SSG et celles du groupe MSG, sur aucune des mesures de conditions physiques. Endurance, vitesse, puissance, agilité. Pareil. Ah oui, ça alors. Autrement dit, pour ces jeunes hommes non entraînés, sur 8 semaines, jouer en 1 contre 1 ou 3 contre 3 a donné des gains de forme physique globales similaires à ceux obtenus en jouant en 6 contre 6 ou 8 contre 8. Les deux formats ont été également efficaces. Ça, c'est vraiment contre-intuitif par rapport aux hypothèses. On aurait pu penser que la différence d'intensité, même petite, ou l'espace de jeu différent, aurait favorisé des adaptations spécifiques. Comment les auteurs expliquent ça, cette absence de différence? C'est la grande question, oui. Et ils avancent plusieurs pistes d'interprétation. La première, et sans doute la plus forte, c'est le niveau d'intensité atteint dans les deux formats. Même s'il y avait une petite différence en moyenne, l'intensité était globalement élevée dans les deux groupes. Les fréquences cardiaques moyennes, ça correspondait à plus de 80% de la FC max estimée des participants. Plutôt 85% pour SSG et 83% pour MSG. Pour des personnes pas entraînées, tenir une telle intensité pendant une bonne partie de la séance, c'est un stimulus physiologique très très puissant. D'accord, le simple fait d'atteindre ce seuil élevé. C'est ça, ce seuil commun aux deux formats a probablement suffi à déclencher des adaptations positives un peu partout, cardio, neuro, musculaire, et ça a pu masquer l'effet potentiel de différences plus fines entre les formats sur les gains généraux initiaux. Pour un débutant, en gros, jouer intensément, c'est ça le moteur principal. Deuxième point. Il faut penser à la nature même du foot. Qu'on joue à 3 contre 3 sur un petit terrain ou à 8 contre 8 sur un plus grand, le jeu implique forcément plein d'actions exigeantes. Accélération courte répétée, décélération brutale, saut, changement de direction constant, frappe. Tous ces mouvements sollicitent à la fois le cardio et le système neuromusculaire. Force, puissance, coordination. Il est probable que les deux formats, même s'ils varient un peu dans la fréquence ou la durée de certaines actions, offrent un cocktail de stimuli assez riche et varié pour entraîner des améliorations globales similaires sur 8 semaines. Un mélange efficace dans les deux cas. Voilà. Troisièmement, il se peut aussi qu'il y ait eu une sorte de compensation. Par exemple, les SSG, c'est peut-être plus de duels, de dribbles, d'actions techniques intenses sur une petite surface. Ça sollicite beaucoup la capacité à répéter des efforts courts. D'un autre côté, les MSG sur terrain plus grand, ça permet peut-être des courses à plus haute vitesse, sur de plus longues distances. Ça sollicite la puissance et le sprint différemment. Au final, sur la durée de l'étude, ces spécificités ont pu s'équilibrer en termes d'impact sur les mesures globales qu'ils ont faites. Donc au bout du compte, ces résultats renforcent surtout l'idée que le soccer récréatif, pratiqué régulièrement, c'est un outil vraiment efficace pour améliorer plein de qualités physiques importantes pour la santé. Et la spécificité du format petit ou moyen semble moins critique pour les gains initiaux chez les non-entraînés que le simple fait de jouer, et de jouer avec une intensité suffisante. C'est une perspective très éclairante, effectivement. Alors, si on essaye de traduire ça en conseils pratiques, qu'est-ce qu'une personne qui voudrait utiliser le foot pour se remettre en forme devrait retenir de tout ça? La première chose, je dirais, c'est la flexibilité et la simplicité. Pour quelqu'un qui débute et qui veut juste améliorer sa condition physique générale, cette étude suggère qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le format parfait. Qu'on soit assez nombreux pour un 8 contre 8 ou juste 4 pour un 2 contre 2, l'important c'est de jouer, de s'engager physiquement. On peut choisir le format selon ses envies, le nombre de potes dispo, la taille du terrain qu'on a. D'accord, pas de prise de tête sur le nombre. Voilà, les bénéfices physiques globaux semblent être là dans les deux cas testés ici. Ça lève une barrière. Pas besoin d'être un expert en planification pour commencer à en profiter. Deuxième point, c'est l'efficacité multicomposante. L'étude confirme qu'en une seule activité, et une activité ludique, on travaille en même temps l'endurance, la vitesse, la puissance explosive via les sauts, les démarrages et l'agilité. C'est un entraînement super complet, mais déguisé en jeu. Et l'aspect ludique, c'est clé pour tenir sur la durée, j'imagine. Ah, mais c'est fondamental. C'est souvent ça le problème des programmes plus classiques, l'adhésion à long terme. Troisièmement, même si l'étude portait sur des hommes jeunes et non entraînés, les principes peuvent inspirer des programmes pour d'autres. Mais
Attention, toujours avec des précautions. Il faut insister sur l'importance d'un bon échauffement, d'une progression graduelle, on ne commence pas à fond direct, et de bien gérer la charge, surtout les accélérations et décélérations. Ça peut être stressant pour les articulations, les muscles, si on en fait trop vite. Le risque de blessure existe. Prudence donc, surtout au début. Exactement. Et enfin, un dernier point intéressant, c'est que cette étude renforce l'idée que ces jeux réduits au foot, ça peut être vu comme une forme de AHT, d'entraînement par intervalle à haute intensité, mais en beaucoup plus fun. On alterne naturellement des efforts très intenses, un sprint, un duel, avec des périodes plus calmes, marche, replacement. Mais contrairement au aichi sur un tapis, là, c'est le jeu qui dicte le rythme. C'est imprévisible, interactif, ça peut rendre l'effort beaucoup moins monotone. J'aime bien cette idée du haït déguisé en jeu. Ça résume bien l'attrait. Mais bon, comme toute recherche, j'imagine qu'il y a des limites à cette étude, des choses qu'elle n'a pas pu explorer. Tout à fait, oui. Et les auteurs en sont conscients. Une première limite évidente, c'est la population. Uniquement des hommes et assez jeunes. Donc, on ne peut pas généraliser directement ces résultats aux femmes ou à des personnes plus âgées ou avec des problèmes de santé. Il faudrait des études spécifiques pour ça. Une autre limite, c'est la durée. 8 semaines. C'est bien pour voir les premiers effets chez des débutants, mais ça ne dit pas ce qui se passe à plus long terme. Est-ce que des différences entre SSG et MSG pourraient apparaître après 6 mois, 1 an? C'est possible. Les adaptations pourraient devenir plus spécifiques avec le temps. Intéressant. Et enfin, l'étude s'est concentrée sur les performances physiques, saut, sprint, endurance et le poids. Elle n'a pas regardé en détail la composition corporelle. Par exemple, est-ce qu'un format fait gagner plus de muscles ou perdre plus de gras que l'autre? On ne sait pas. Pareil pour les mécanismes derrière les gains, comme les adaptations nerveuses qui jouent beaucoup au début pour la force et la puissance. Ça n'a pas été exploré finement. Mais bon, ces limites, ça ouvre des pistes pour la suite. Refaire l'étude avec d'autres populations, sur plus longtemps, avec plus de mesures, et pourquoi pas comparer le foot loisir à d'autres sports co-récréatifs. C'est très clair. Merci pour ces nuances importantes. Alors, si on devait vraiment résumer l'essentiel de cette analyse pour quelqu'un qui nous écoute, le message clé à retenir, ce serait: si vous êtes un homme jeune, pas spécialement sportif, et que vous cherchez une activité sympa pour améliorer votre condition physique générale, jouer au foot régulièrement, ici c'était 3 fois par semaine pendant 8 semaines, eh bien c'est une excellente option. Que vous jouiez en tout petit format, genre 1 contre 1 à 3 contre 3, ou en format moyen, 6 contre 6 à 8 contre 8, vous pouvez vous attendre à des améliorations nettes de votre endurance, vitesse, détente et agilité. Et la surprise de cette étude, c'est que sur cette durée, pour les gains globaux, les deux formats semblent aussi efficaces l'un que l'autre. Donc l'essentiel, c'est de chausser les crampons et de jouer quoi. Le format exact, dans ces limites-là, semble moins crucial au début pour la forme physique générale. Exactement, c'est bien résumé. Et ça m'amène à une petite réflexion finale, une sorte de pensée un peu provocatrice pour aller plus loin. L'étude s'est concentrée, et c'est normal, sur les adaptations physiologiques, physiques, mesurables. Elle montre une efficacité similaire des deux formats sur ce plan. Très bien. Mais si les gains physiques sont comparables, qu'en est-il de l'expérience subjective, du plaisir qu'on prend, de la dynamique sociale? Ces aspects-là, ils n'ont pas été mesurés ici, mais ils pourraient être très différents entre un 3 contre 3 hyper intense et un 8 contre 8 plus collectif, plus posé peut-être. Et ce sont potentiellement ces facteurs, le fun, le sentiment d'appartenir à un groupe, l'adéquation avec sa propre personnalité, qui vont déterminer si on continue à jouer sur le long terme. La vraie différence pour l'adhésion, pour la persévérance, elle ne serait pas plutôt là. Plutôt que dans des micro-différences de gains physiques, c'est une piste de réflexion pour l'application pratique. Au-delà du corps, qu'est-ce qui nous fait revenir sur le terrain semaine après semaine? C'est une excellente question pour ouvrir la discussion. Le corps et l'esprit, c'est lié, surtout pour tenir une habitude. Merci beaucoup pour cette analyse très complète. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser tous les détails, la méthodologie précise, les stats, la biblio, on vous encourage vivement à lire l'article original. C'est donc l'étude de Han et collaborateurs, Comparing the effects of small-sided and medium-sided soccer games on physical fitness adaptations in untrained men, a randomized controlled study, paru dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24 en 2025. Et bien sûr, si ce genre d'analyse détaillée de sujets pertinents vous plaît, pour rester au courant de nos prochaines explorations de sources clés, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration en